Eli Admkoa, chargé d'enseignement du module économie monétaire et financière, S4. Schématiquement, la relance se réalise par le biais d'un accroissement de la demande et des investissements, et une politique de rigueur ou d'austérité par le biais d'une réduction de ces deux éléments. À cela s'ajoute la composante sociale de la politique budgétaire, à savoir un objectif de justice sociale par le biais de la fiscalité. Précisons que l'on parle de politique expansionniste en cas de relance et de politique restrictive en cas de rigueur ou d'austérité. Dans le cas d'une politique de relance, il s'agit d'accroître la demande interne en accroissant les dépenses publiques et en augmentant les revenus disponibles des agents économiques par le biais d'une baisse des impôts et ou d'un accroissement des prestations sociales. Je souhaiterais ouvrir une parenthèse. Keynes a précisé qu'un accroissement du revenu disponible des catégories sociales que l'on peut qualifier de pauvres s'accompagne d'un accroissement proportionnel de leur demande du fait que leur propension à épargner est faible, voire nulle, dans le cas du Maroc par exemple. Cette politique serait plus efficace si la demande concerne des produits fabriqués localement. À ce sujet, il y a lieu de préciser qu'en ce qui concerne l'économie marocaine, près de 48% de la demande des biens de consommation sont couverts par des importations. Et en conséquence, il y aurait nécessité de réfléchir aux moyens de renverser cette tendance. Et cela ne pourrait se faire que par l'encouragement des entreprises nationales à produire plus et mieux. Une politique de rigueur ou d'austérité devrait en principe adopter le schéma inverse. Les instruments de la politique budgétaire sont de trois types et je voudrais vous préciser que vous disposez d'un cours de finances publiques qui vous permet en principe d'approfondir l'ensemble de ces connaissances. Trois types d'instruments. 1. Les recettes. Elles sont constituées essentiellement par les impôts et taxes. Elles nécessitent donc une politique fiscale. À titre d'exemple, la relance peut nécessiter une imposition des plus riches pour une redistribution aux plus pauvres. Est-ce efficace? Je me permettrai juste de poser, et je me suis permis de poser la question, tout simplement parce que les réponses sont diverses. Le deuxième instrument est constitué par les dépenses. Elles sont de deux types, les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement. Des investissements publics affectés au développement des services publics à but social et au soutien de l'activité économique par le financement de la production du service du secteur public. Là encore, le niveau et la nature des dépenses varient en fonction de la phase
du cycle économique. Un accroissement des dépenses en cas de relance et une réduction des dépenses en cas d'austérité. Voilà le schéma. Le troisième instrument dont dispose l'État en matière de politique budgétaire est la dette publique. Le recours à la dette pour financer le gap entre les dépenses et les recettes et de façon plus précise pour couvrir le déficit. Cet endettement se réalise alors et sur le marché national et sur le marché international quand cela est possible. Il faut préciser que, en principe, la réalisation des objectifs de croissance devrait permettre le remboursement de la dette publique. Je dis bien devrait. En d'autres termes, il y a lieu de déterminer la capacité de remboursement de la dette, celle-ci dépendant de la réalisation de l'objectif de croissance économique. Objectif qu'il faut réaliser, sinon défaut de paiement. Dernier aspect. Faut-il adopter une politique budgétaire procyclique ou contracyclique? On entend par politique budgétaire procyclique une politique qui s'accompagne d'un accroissement des dépenses durant les phases d'expansion, de croissance et une réduction des dépenses en phase de récession. Et on entend par politique contracyclique une politique qui se caractérise par un accompagnement et du processus de croissance et de la récession ou de la crise. Une politique qui a essentiellement pour objet la stabilisation de l'activité économique. Il s'agit en fait d'un choix politique. Un choix fondamentalement politique. La politique contracyclique nécessite, en fait, un accroissement des dépenses en période de récession, en période de crise, afin d'éviter l'approfondissement, l'aggravation de la crise et donc l'effondrement du système productif. Cela nous amène à réfléchir à la politique anti-crise que l'on pourrait adopter durant cette phase de crise générée, aggravée par la pandémie, par le coronavirus. C'est une crise profonde, extrêmement grave. Que faire? La réponse est à mon sens simple. Il faut adopter des mesures draconiennes, des mesures de choc, des mesures atypiques, des mesures qui rompent complètement avec le classicisme et avec la rigueur ou l'austérité. Il me semble, et ce sont là des idées, uniquement des idées. Je n'ai pas la prétention d'avoir la recette magique. Je n'ai pas la prétention
de disposer du savoir, de tout le savoir. Il me semble que cette crise nécessite beaucoup de courage, beaucoup de créativité et surtout l'adoption d'une politique étatique sans commune mesure avec le passé. Et cela, quel que soit le prix de la facture à payer dans les années à venir, ce prix serait peut-être élevé, c'est le prix de l'endettement, mais seule une croissance, seule la reprise de la croissance permettrait le remboursement de la dette tant locale qu'internationale. Seul le chemin de la croissance permettrait de régler la facture de la dette. Une croissance qui doit être autre, une croissance inclusive, axée sur le social, axée sur la promotion de la demande interne. Le tout est de savoir comment est-ce qu'on peut mettre en place ce type de mécanisme, par quel biais? Est-ce par le biais d'une relance d'origine monétaire ou non monétaire? Et je me permettrai de dire monétaire et non monétaire, et cela nous permettra de préciser les contours de la politique monétaire. Je vous remercie.